Résumé des chapitres précédents. Grâce à une statue de cheval géante, les Grecs se sont introduits dans Troie, dont ils ont massacré la population et brûlé les bâtiments. Énée s'est échappé avec son fils Iule et son père Anchise. Désireux d'atteindre l'Italie qu'Apollon leur a donnée comme destination, les fugitifs ont fait étape en Sicile, où Anchise est mort, puis à Carthage, chez la reine Didon. Vénus, pour se venger d'elle, a rendu la reine folle amoureuse du héros, mais ce dernier, malgré l'envie qu'il en avait, n'a pas pu demeurer auprès d'elle. Jupiter, en effet, lui a ordonné de repartir. Incapable de le faire changer d'avis, Didon s'est donné la mort. De son côté, après avoir organisé de grands jeux en Sicile, Énée est descendu aux enfers afin d'y revoir Anchise, qui lui a dévoilé la gloire future de Rome. Ayant enfin touché les rives du Tibre où il a été bien reçu par Latinus, Énée a pu se croire enfin au but. C'était compter sans Junon qui a déclenché une guerre entre les Locaux et les Troyens. Chapitre 10. Début de la guerre du Latium. Dès que Turnus a déployé l'étendard de la guerre, le Latium tout entier s'éveille et se lève en tumulte, plein d'une ardeur belliqueuse. De toutes parts, les chefs font venir de nouveaux combattants en dépeuplant les pâtures et les champs de leurs bergers et de leurs laboureurs. Tandis que tout s'agite ainsi autour de lui, Énée flotte au milieu d'un flux de soucis, et son esprit incertain hésite entre plusieurs projets opposés. Il fait nuit. Sur toute la face de la terre, les êtres animés oublient leur fatigue dans le sommeil. Le Troyen enfin se couche au bord du fleuve, sous la voûte céleste, pour livrer au repos ses membres las. Alors le Tibre lui apparaît sous la forme d'un riant vieillard couronné de roseaux. « Ô prince, lui dit-il, je suis le fleuve bienveillant dont les eaux apportent sa richesse à tout ce pays. Rassure-toi, c'est bien ici qu'est l'asile de tes pénates. Ne te laisse pas décourager par la guerre, car les dieux qui te sont hostiles vont bientôt renoncer à leur désir de vengeance. Pour sortir vainqueur des combats qui se préparent, tu auras besoin de l'alliance d'Évandre et de ses Arcadiens. Je vais te conduire jusqu'à Palanthée, leur capitale, qui s'élève plus loin sur mes bords. Et pour que tu sois bien convaincu que ce que je te dis est vrai et non pas un songe trompeur, regarde autour de toi quand tu t'éveilleras. » Il dit et se retire dans ses humides demeures. Quand la nuit et le sommeil l'abandonnent, Énée ouvre les yeux et voit, non loin de là, une truie couchée dans l'herbe verte sous un vieux chêne. Elle est uniformément blanche, et autour de ses mamelles opulentes se pressent 30 porcelets, tout aussi blancs qu'elle. Frappé par ce prodige qui confirme la prophétie d'Apollon, le héros s'empresse d'engager ses vaisseaux sur le fleuve dont la surface devient aussitôt aussi lisse et plane qu'un lac. Les rameurs s'activent, et comme le courant ne contrarie nullement leur effort, les bateaux remontent le cours d'eau avec une remarquable rapidité. Bientôt, Palanthée est en vue. Énée descend à terre, un rameau d'olivier à la main. En le voyant approcher de la ville, Pallas, le bouillant fils d'Évandre, se porte au-devant de lui, le javelot brandi. Énée s'empresse de le rassurer en ces termes. « Nous sommes des Troyens. Nos armes menacent seulement les Latins, eux qui, sans égard pour nos malheurs, veulent nous faire une guerre injuste. Nous demandons à voir Évandre pour solliciter son appui et l'alliance des Arcadiens. » En l'entendant, Pallas lui donne la main en gage d'hospitalité et le conduit sans tarder auprès de son père. Le vieil homme s'est retiré dans le bois sacré où il est en train d'offrir un sacrifice à Hercule, le dieu protecteur de la cité. Énée l'aborde avec ces mots. « Ô le plus vertueux des rois, je n'ai pas craint de venir te trouver, toi le chef d'une nation grecque, pour te proposer une alliance qui sera bénéfique à nos deux peuples. Les Latins en effet se flattent, une fois qu'ils m'auront vaincu, de soumettre aussi Palanthée sous leur joug. Nous possédons des cœurs vaillants. Unissons nos forces et nos intrépides guerriers. Voilà ce que je te propose en suivant le conseil des dieux souverains. »« Avec quelle émotion je te reçois, Troyen, répond le vieux roi. En te voyant et en t'entendant, je crois retrouver les traits et la voix de ton père. Il y a bien longtemps, à une époque où un léger duvet couvrait à peine nos joues, je l'ai rencontré et j'ai eu la joie de m'entretenir amicalement avec lui.
Ainsi, cette alliance que tu viens demander est effective depuis bien des années déjà. C'est dit, je t'aiderai autant que je le pourrai, et je favoriserai aussi ta recherche d'autres alliés. Mais en attendant, comme c'est en ami que vous êtes venus, joignez-vous à nous pour célébrer nos fêtes annuelles. » Sur quoi il emmène ses hôtes jusqu'à la fraîche prairie où on a préparé un festin. Les chairs fumantes de jeunes taureaux sont servies en abondance, accompagnées de tous les fruits que donne la bienveillante Cérès. Puis la nuit vient et recouvre la terre de ses ailes. Vénus, que les bruits de guerre alarment, s'inquiète pour son fils. Alors qu'elle s'est étendue auprès de son époux, l'indomptable Vulcain, sur leur splendide couche d'or, elle lui demande « Très cher conjoint, maintenant que les décrets de Jupiter ont conduit Énée aux rives latines, je voudrais des armes pour lui. » Tout en parlant, comme elle le voit indécis, elle passe ses bras blancs autour de son cou et le réchauffe d'un doux embrassement. Alors Vulcain se sent parcouru tout entier par un feu agréable qui ranime son bon vouloir. « Si tu prépares la guerre avec lui, je fabriquerai les armes que tu demandes, répond-il. Je forgerai à son attention tout ce qui peut se faire de mieux avec du fer mêlé à l'or et à l'argent. Il s'allonge auprès d'elle et connaît les délices de l'amour que suit un paisible sommeil. Puis, à peine le jour se lève-t-il, qu'il court à ces antres souterrains où le feu ne s'éteint jamais. Là, dans son île qu'on appelle Volcanie, les énormes cyclopes aux membres nus travaillent sans relâche le fer. Ici, on prépare avec soin les foudres dont Jupiter tout-puissant frappe la terre dans ses colères. Là, on forge en hâte un char d'airain grinçant destiné à Mars. Là encore, c'est l'égide redoutable de Minerve qu'on polit avec soin pour lui conserver tout son éclat. Aussitôt qu'il arrive, Vulcain ordonne « Laissez de côté tous ces travaux, enfants de l'Etna. Il s'agit d'armer au plus vite un guerrier valeureux. » Aussitôt, tous obéissent et s'activent au mieux. Le bronze et l'or coulent en ruisseaux. Le fer homicide fond et bouillonne dans un vaste creuset. Bientôt, avec une adresse surnaturelle, est formé un merveilleux bouclier, si ample qu'il suffirait seul à repousser toutes les flèches et tous les javelots des Latins. Les cyclopes animent les immenses soufflets, aspirent l'air et le soufflent. De très loin, on entend retentir les marteaux qui tombent en cadence sur les lames que tournent et retournent sans cesse les tenailles. Pendant ce temps, Énée, tôt levé, s'entretient avec Évandre qui lui parle en ces termes. « Cher hôte, les secours que nous pouvons t'offrir dans cette guerre sont faibles et indignes de toi, mais je te prépare une forte alliance avec un peuple puissant aux nombreux guerriers. Il faut que tu saches que non loin d'ici se dresse la fière cité d'Agila. Elle domine l'Étrurie. Alors qu'ils furent longtemps heureux et prospères, la ville et son peuple sont tombés sous la coupe d'un odieux tyran qui a pour nom Mézence. Je ne ferai pas la liste de ces forfaits, ils sont trop nombreux. Longtemps pourtant, les Étrusques ont supporté vaille que vaille ces fureurs impies. Mais récemment, ils s'en sont lassés. Ils ont attaqué le palais royal, forçant Mézence à s'enfuir. Il a trouvé refuge auprès de Turnus qui essaye par la force de le rasseoir sur le trône. L'Étrurie tout entière s'est soulevée pour l'en empêcher et demande justice à celui qui fut son bourreau. Ce sont des milliers de soldats qui sont prêts à se battre. Seulement, cette puissante armée ne peut pas se lancer au combat, car les oracles s'y opposent. Ils disent en effet qu'il n'est permis à aucun enfant de l'Italie de la commander et qu'elle doit choisir des chefs étrangers. Effrayés par cet avis des dieux, les Étrusques se sont retranchés dans un camp où ils restent inactifs. J'ai reçu une délégation de Tarchon qui les administre, m'invitant à devenir leur commandant. J'ai refusé, car la vieillesse glacée m'a ôté la force qu'exigent les combats. J'aurais proposé à mon fils Pallas de les conduire à ma place sur le champ de bataille, mais le sang de sa mère, une Sabine, en fait un fils de l'Italie. C'est toi, Énée, que je leur donnerai comme chef. Toi que les destins appellent à diriger les Troyens et les Toscans réunis. Hélas, répond Énée, de quel carnage sont menacés les Latins. Et toi, Tibre sacré, combien de casques et de corps de héros rouleras-tu dans tes eaux rougies? Puisque, résolus à rompre les traités, ils veulent la guerre, ils l'auront. Turnus, quel châtiment je te réserve. Sur ces mots, il se lève et dirige ses pas vers les vaisseaux qui l'ont amené. Il garde avec lui les braves entre les braves pour qu'ils l'accompagnent dans la suite de son voyage. Les autres, il les renvoie au camp, vers Ioule, pour lui annoncer le résultat de sa visite chez Évandre.
Aussitôt, les bateaux s'éloignent de la rive et, sans le secours des rames, se mettent à descendre silencieusement le fleuve vers la mer. Déjà, les Troyens sont prêts à repartir. Le vieux roi leur a donné des chevaux. À Énée, il a fait don d'un superbe coursier recouvert de la peau d'un lion fauve, dont les ongles jaunes brillent au soleil. Le jeune Pallas se tient à côté du héros qu'il va accompagner. Les yeux baignés de larmes intarissables, son vénérable père prend sa main dans la sienne et lui dit « Marche fièrement, espoir et consolation de ma vieillesse. Je voudrais, si Jupiter me rendait mes années écoulées, pouvoir m'en aller à ta place. Mais ton tour est venu de t'illustrer les armes à la main. Fasse le ciel miséricordieux que je vive assez vieux pour te voir revenir en vainqueur. » L'escadron sort des portes de Palanthée et, prenant le chemin le plus court, s'avance dans la plaine. Devant marchent Énée et Hacate, avec les chefs troyens, et Pallas qui, pour la circonstance, a revêtu une chlamyde éclatante de blancheur. Près du fleuve, ils trouvent un bois obscur. De hautes collines couronnées de sapins noirs l'entourent sur 3 côtés. Non loin de là, se dresse le camp des Étrusques, dont, au-delà des crêtes, on peut apercevoir les tentes. Dans ce bois, Énée et sa troupe s'arrêtent un moment pour souffler et laisser les chevaux se remettre de leur fatigue. C'est alors que paraît Vénus. Elle apporte les armes qu'a forgées Vulcain. Avisant son fils qui se tient un peu à l'écart sur la berge du Tibre, elle se montre à lui en disant « Tiens, à présent n'hésite plus à provoquer ces Latins arrogants et à combattre Turnus. » Elle dit, dépose les armes divines au pied d'un arbre, donne un baiser à son fils bien-aimé et disparaît, aussi vite qu'elle est venue. Un long moment, Énée ne peut rien faire d'autre qu'admirer le présent digne d'un dieu qu'elle vient de lui faire. Il tourne et retourne entre ses mains le casque parfait qu'ombrage une fine aigrette, l'épée aux reflets fulgurants, la lourde cuirasse d'un rouge sombre pareil à celui des nuages qui, embrasés par le soleil couchant, reflètent au loin son éclat. Il contemple ensuite les souples cuissardes où l'argent se mêle à l'or le plus pur, le javelot aigu et l'immense bouclier au travail admirable. Connaissant par les oracles le destin de ceux qui naîtront du héros, Vulcain y a représenté les hauts faits de l'Italie et les triomphes des Romains. On y voit la louve, nouvellement mère, qui nourrit de sa mamelle gonflée les enfants jumeaux. On y voit les Sabines enlevées dans l'amphithéâtre alors que se célèbrent des jeux. On y voit les Romains en armes interdire l'accès de la ville à Tarquin après qu'ils l'en ont chassé. L'héroïque Coclès brise le pont sur le fleuve et la valeureuse Clélia traverse l'onde à la nage. Plus loin, devant le temple de Jupiter qui se dresse sur le Capitole, les oies aux ailes argentées annoncent la venue des Gaulois. Plus loin encore, on voit le vieux Caton donnant des lois aux justes. Au centre de toutes ces merveilles, 2 flottes aux proues d'airain représentent la bataille d'Actium. D'un côté, c'est Auguste César qui entraîne au combat l'Italie, le Sénat et le peuple, les pénates et les grands dieux de Rome. De l'autre, Antoine s'est placé à la tête de toutes les nations barbares. Au-dessous, Auguste triomphant conduit son char dans la ville. Devant les 300 temples magnifiques qu'il a fait construire pour les dieux, des processions immenses chantent sa gloire et ses louanges. Telles sont les merveilles qu'Énée admire sur le bouclier, chef-d'œuvre de Vulcain. Puis, quand il s'est enfin rassasié de sa vue, il le fixe sur son dos comme s'il chargeait sur ses épaules le destin de tous ses descendants. Loin de là, tandis que ces événements s'accomplissent, Junon a envoyé la messagère Iris auprès de Turnus. « Prince, lui dit-elle de sa bouche de rose, ce qu'aucun dieu n'aurait pu t'offrir, le hasard te le donne aujourd'hui. Énée est absent, il a tout quitté, ses compagnons, son fils, son camp et sa flotte. Qu'attends-tu pour lancer l'assaut et t'emparer de ce qu'il a ?» Levant les bras vers le ciel, Turnus remercie les dieux de lui avoir envoyé cet avis, puis, sans autrement tarder, fait avancer son armée qui se déploie dans la plaine. Soudain, les Troyens voient de grands nuages de poussière qui viennent vers eux. « Aux armes, compagnons !» crie-t-il. « Aux remparts ! Attention, voici l'ennemi !» En un instant, ils se replient tous à l'abri des murs qu'ils garnissent en abondance. Car telle est la consigne que leur a donnée leur chef avisé avant de partir. Défendre le camp, en restant à l'abri des retranchements, et, en aucun cas, n'engager de combat à découvert. L'honneur et la colère ont beau aiguillonner leur courage, ils ne bougent pas et opposent seulement les portes bien closes à l'avance ennemie.
Turnus, accompagné de 20 cavaliers d'élite, a devancé la marche pesante des troupes. Il arrive déjà sous les remparts et fièrement il donne le signal du combat en lançant son javelot. À cette provocation, personne ne répond. Les portes ne s'ouvrent pas pour laisser passer des guerriers prompts à relever son défi. Furieux, Turnus va d'un côté et de l'autre devant les fortifications. Comment trouver un accès? Comment forcer l'adversaire à venir l'affronter dans la plaine? La flotte troyenne, adossée à l'un des côtés du camp qui la dissimule, est doublement protégée par des retranchements et les eaux du fleuve. Turnus se dirige vers elle, un tison ardent à la main. Tous ses compagnons s'élancent à sa suite. Ils ont dévalisé les foyers et portent tous des branches embrasées. Les flammes lancent dans les airs de sinistres lueurs. Quelle divinité, ô muse, a détourné l'incendie de la flotte troyenne? C'est une histoire bien vieille désormais, mais elle ne s'est pas effacée des mémoires. Alors qu'Énée construisait ses vaisseaux sur les pentes du mont Ida, Cybèle, la grande mère, adressa cette prière à Jupiter. « J'ai volontiers offert aux héros troyens les pins et les érables touffus qui ombrageaient les flancs de cette montagne. J'aimais pourtant venir m'y promener en quête de calme et de fraîcheur. Permets que ces vaisseaux qu'ils ont servi à construire demeurent indestructibles à jamais. » « Mère, répond Jupiter, que demandes-tu là? Tu voudrais que de simples navires deviennent immortels? Cela, je ne peux pas le faire. Mais pour te contenter, quand Énée aura touché sain et sauf aux rives du Latium, alors je changerai ces vaisseaux. Je les dépouillerai de leur forme mortelle pour en faire des Néréides qui fendront à jamais les vagues écumantes. Il dit et le promet en prenant le Styx à témoin. Le jour est donc arrivé pour que se produise le prodige annoncé. Voyant que Turnus s'apprête à détruire les navires, Cybèle, accourue à la hâte, pousse un cri prodigieux qui pétrifie d'effroi les Rutules comme les Troyens. Puis, d'une voix radoucie, elle ajoute « Ne trepidate meas teucri, defendere navis neue armate manu. Maria ante exurere turno, quam sacras dabitur pinus. Vos ite solutae, ite deae pelagi, genetrix iubet. Et sua quaeque continuo pupes abrumpunt, vinculari pis delphinumque, modo demersis aequora rostris ima petunt. » Troyens, ne vous précipitez pas pour défendre mes navires et n'armez pas votre main. Turnus mettra le feu à la mer avant de pouvoir incendier ses pins sacrés. Et vous, déesses marines, allez, vos liens sont détachés, la mer l'ordonne. Et aussitôt, toutes les poupes brisent les amarres qui les retiennent au rivage. À la façon des dauphins, les nefs enfoncent leurs rostres dans les ondes pour gagner les profondeurs. Très vite, elles reparaissent sous la forme de jeunes nymphes et se mettent à nager à la surface. Les Rutules s'épouvantent et le vieux Tibre lui-même ralentit son cours avec un murmure avant de remonter vers sa source.